Hello tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? On fait un petit check de départ. Alors normalement j'ai mis mon micro aussi devant moi, j'espère que ça fonctionne. Allez, let's go! C'est parti! Alors aujourd'hui on est là pour une masterclass sur comment le marketing et la communication peuvent devenir un véritable game changer pour ton business. Si vous ne me connaissez pas encore, si vous m'avez découvert, j'en sais rien, via une publicité ou via une connaissance, je m'appelle Lucie et je suis formatrice à la stratégie et à la création de contenu sur le web. C'est important. J'ai un site qui s'appelle laminutlucie.fr et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sous le même nom. Moi, j'ai un passif un petit peu de content manager, community manager. J'ai travaillé pendant longtemps sur la création de contenu. Donc, j'étais plus dans l'opérationnel avant, alors que maintenant, je fais plus de la transmission de connaissances, en fait. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Présentations sont faites, je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous présenter à nouveau le programme de cette masterclass pour ce soir. On va voir dans un premier temps l'erreur commune de tous les entrepreneurs lorsqu'ils commencent à communiquer sur leurs offres et comment aussi on peut faire pour en venir à bout. Il y a vraiment une chose qui revient quand même assez souvent, par laquelle moi aussi évidemment je suis passée, et on va voir un petit peu comment on peut faire en sorte d'arrêter en fait de faire ça pour aller vraiment jusqu'au bout du processus. Je ne sais pas un petit peu déjà si vous voyez de quoi je veux parler. Ensuite, deuxième chose, on verra les 3 clés d'une marque impactante et mémorable sur le web. Et enfin, troisièmement, on verra les seules stratégies dont tu auras besoin pour trouver des clients sur le web sans devoir enfiler un costume de commercial, c'est-à-dire sans devoir passer par la case prospection. D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis un petit peu là-dessus. Est-ce que vous utilisez la prospection? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà utilisé par le passé? Dites-moi un petit peu dans le chat. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Je l'enverrai par mail. Dites-moi, la prospection et vous, c'est quoi un peu comme relation? C'est une purge. Bon, ça commence bien. Alors, j'irai pas jusque-là, parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment un mauvais a priori sur la prospection. Pour moi, c'était vraiment... j'ai travaillé dans le commerce en plus, donc j'avais des responsables derrière moi qui me disaient si le client, il achète ça, il faut lui vendre ça, 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 il faut creuser, il faut machin et tout. Et vraiment, ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai un peu un mauvais a priori avec la prospection où je me dis c'est agressif, c'est intrusif, etc. Mais avec le temps, j'ai découvert que voilà, il y avait de la prospection qui était quand même un peu plus douce, un peu plus respectueuse, en tout cas des personnes avec qui on échange. Mais c'est vrai que moi, la prospection, c'est pas mon grand fort. Et spoiler alerte, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui là. J'aime pas ça un peu, mais c'est horrible. Oui, déjà utilisé, c'est pas ce que je préfère, mais quand j'ai eu un creux, il faut bien trouver des clients. Voilà, c'est ça. En fait, la prospection, ça va être un peu plus rapide. Là, aujourd'hui, on ne va pas parler de stratégies qui sont miracles, qui sont faciles, qui sont rapides. Pas du tout. Il faut du temps, je pense, pour créer un business. C'est comme pour la communication, où je pense à des gens qui me disent « Moi, j'ai envie de communiquer beaucoup, mais je n'ai pas le temps. » Au bout d'un moment, en fait, il faut revoir ses priorités parce que si vous voulez réussir à faire quelque chose, il faut réussir à faire de la place pour ça et il faut voir aussi l'importance que ça a pour votre entreprise. Est-ce que créer du contenu, ça vous permet par exemple de ramener des clients? Si la réponse c'est oui, alors prenez du temps pour pouvoir créer du contenu. Donc voilà un petit peu pour la petite parenthèse. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix d'en faire. De la prospection, alors moi perso, j'en ai fait je pense un peu au début, ça n'a pas énormément fonctionné. Et en fait, c'est par la suite où j'ai découvert que voilà, on pouvait tout simplement créer en fait du contenu et faire en sorte que les gens viennent vers nous. Et honnêtement, j'ai plus jamais utilisé la prospection à partir du moment où j'ai mis en place une stratégie de contenu. Donc moi, je pense que c'est possible. Après, c'est sûr qu'il faut mettre tous les efforts nécessaires, mais c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Donc, on va passer à la première étape de ce programme, l'erreur commune de tous les entrepreneurs. Et je pense que vous ne voyez pas tout mon écran parce que c'est un peu grand. Oui, je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez une idée de l'erreur commune que font tous les entrepreneurs quand ils lancent leurs offres? On va parler un petit peu des croyances qu'il y a après sur la communication, sur le marketing, sur la vente en général. Mais est-ce que vous avez une petite idée
Est-ce que vous vous êtes déjà dit « Ah, bah, j'aurais pas dû faire ça quand j'ai lancé mon offre ». Est-ce qu'il y a un truc qui revient, par exemple? Ne pas avoir de stratégie, la cible. Ils ont peur de parler de leurs offres car ils ont peur de saouler. Alors là, Kelly, tu as mis le doigt vraiment sur ce que je voulais dire. Alors bien sûr, il faut connaître sa cible, il faut connaître le marché sur lequel on évolue, il faut savoir voilà, quelles sont un petit peu nos différences, notre positionnement, etc. Donc, bien évidemment, il faut avoir cette base-là. Mais vraiment, Kelly, je pense que tu as dit, en tout cas ce que moi, j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est la peur de communiquer. Et même au-delà de la peur, c'est le manque d'énergie arrivé à la fin du process pour passer à la communication. On va en reparler juste un petit peu après, mais je voulais vous présenter un petit peu quelques croyances qu'on a sur la vente, sur la communication, sur le marketing. Croyance numéro 1, pour vendre en ligne, il suffit de faire la publicité. Et ça, je pense que ça va parler peut-être à certains d'entre vous, mais la dernière fois, je discutais avec mon père et je lui dis ah, bientôt, je relance une de mes offres que j'ai créée l'année dernière, j'ai trop hâte et tout, j'ai fait plein de modifications, et, et il me dit ah ouais, il me dit tu vas faire de la pub. Je dis non, papa, je ne veux pas faire de pub parce que ce n'est pas un système que moi j'utilise pour faire de la publicité. Autre anecdote, il y a une personne qui m'a contactée la dernière fois sur Instagram et qui me dit bonjour, j'ai vu que vous parliez de comment attirer des clients avec les contenus, etc. Et elle me dit moi, jusqu'alors, je faisais de la publicité, ça fonctionnait à peu près, c'est-à-dire que son bénéfice entre ce qu'elle dépensait dans la pub et le retour sur investissement qu'elle avait, c'était pas non plus incroyable, mais au moins elle vendait ses produits. Et cette personne-là, elle m'a dit c'est bizarre, maintenant, avec la publicité, bah, ça ne marche plus autant, alors que pendant un an, ça a vraiment bien fonctionné. Et elle me disait que bah, là, en fait, elle arrivait à un moment où la pub, ça ne suffisait plus, où elle n'arrivait plus en fait, à alimenter à nouveau ce cercle de bah, je fais des ventes, même si je dépense un petit peu d'argent. Ce que je conseille généralement, alors ce que j'ai conseillé aussi à cette personne-là, mais qui n'a pas forcément voulu écouter parce que voilà, elle était butée sur un système, mais ce que je conseille, je vais y arriver, à mes clients généralement, et ce que j'essaye d'appliquer aussi pour moi-même, c'est de faire en sorte d'avoir une entreprise qui fonctionne sans pour autant avoir de la publicité, sans pour autant dépenser tout de suite de l'argent. Parce que de la publicité, bah forcément, ça demande de dépenser un certain budget. J'ai commencé à en faire moi récemment, mais c'est parce que bah, voilà, je me suis rendu compte qu'avant, il y avait quand même des choses qui marchaient, mes offres, elles fonctionnaient, même sans la publicité. Donc, ça a été vraiment un support supplémentaire pour venir alimenter ça. Mais généralement, moi, je conseille d'aller vers des méthodes qui sont gratuites ou en tout cas de réussir à développer naturellement. C'est comme le trafic sur un site internet, développer d'abord en organique avant de passer sur quelque chose qui est payant. Justement parce que, comme le cas de cette personne qui m'a envoyé un message la dernière fois, le jour où la publicité, ça fonctionne un petit peu moins ou que ça fonctionne plus du tout, et ben derrière, il n'y a plus rien en fait. Et ça, je pense que c'est un petit peu dommage parce que on s'accroche en se disant oui, ma boutique, elle fonctionne, mes services fonctionnent, etc. Mais en fait, on dépense presque autant d'argent que finalement on en reçoit. Donc voilà. Est-ce que vous avez cette croyance ou est-ce que vos parents un jour vous ont dit ah bah tu vends en ligne, du coup tu fais de la pub? Dites-moi un peu. Parce que moi, mon père, il est vraiment à fond hein, sur ce truc-là. Après, bon, il a du mal à comprendre hein, ce que je fais un peu sur Internet. Mais c'est vrai que généralement, c'est ah, pour vendre en ligne, il faut faire de la pub. Dites-moi. Mes parents font de ma pub, eux. Ils font ta pub. Donc ça fonctionne plutôt en mode bouche à oreille. Mes parents font de la pub. Ah, pour leur entreprise. Ouais. Mais après, rien n'empêche de faire de la publicité. Mais je pense que, surtout quand on est entrepreneur, je pense qu'il faut d'abord essayer de faire en sorte que ça fonctionne de façon organique avant de passer sur de la publicité. Justement parce qu'on peut être déçu. Et je pense que le pire du pire, alors j'y suis passée aussi, hein, je l'ai fait aussi, mais ce serait de... Vous savez, sur Instagram, là, l'onglet booster une publication. Je pense que tu parles de ça, Clara aussi. Et booster une publication, il n'y a quasiment pas de filtrage, etc. Alexandra, j'ai vu que tu étais dans le chat, mais avec Alexandra, on a commencé à mettre en place de la pub.
Elle m'a posé 1001 questions en me disant: «Alors, quelle cible, quel âge, quelle audience, quelle campagne?» et cetera. Et j'étais en mode: «Waouh, mais vraiment la pub, c'est ça, en fait, il y a quand même un level au-dessus». Si on clique juste sur booster sur Instagram, à mon avis, ça ne nous amène pas très, très loin. Mais bon, ma mère ne s'intéresse pas à ce que je fais, donc c'est réglé. Et autour de moi, personne n'en parle. Bon, des fois, c'est pas plus mal, hein, quand, on te parle pas de ton entreprise parce qu'après, sinon on commence à te dire, des trucs que tu as pas trop envie d'entendre. Croyance numéro 2, la communication et le marketing, c'est de l'arnaque, on nous force à acheter. Ça, je l'entends, tellement aussi, principalement de la part des personnes qui sont un peu plus âgées. Quand je travaillais dans le commerce, d'ailleurs, vraiment, c'était le comble parce que je travaillais dans le commerce et mon responsable, je lui avais dit: «Bah, voilà, moi, j'aimerais bien, créer mon entreprise pour être community manager et cetera». Et il m'avait dit: «Ah mais enfin, c'est de l'arnaque ça, le marketing et la communication, c'est pas avec les réseaux sociaux que blablabla et tout». Je l'avais super mal pris et je m'étais dit: Mais les gens, ils ont vraiment cette croyance de se dire, la communication et le marketing, ça fonctionne pas». Mais je pense que c'est parce qu'on a en tête justement ces appels peut-être intrusifs, où on fait de la prospection un peu abusive au téléphone, quand le CPF vous appelle et cetera, quoi. Donc je pense que c'est plus lié à ça. Cindy: «Mes parents, quand je leur ai dit que je faisais entre autres des sites web vitrines, ils m'ont dit: "Ah oui, comme Amazon"». On adore. Donc j'imagine ce qu'ils doivent penser du reste. Ouais, bah, je sais même pas quoi répondre. En plus, j'arrive même pas vraiment à voir le le rapport avec Amazon. En fait, c'est parce qu'ils se disent: Amazon, c'est un site, du coup, ma fille, elle fait des sites, c'est pareil, quoi». Ouais, je pense que ça c'est difficile, hein, d'expliquer à nos parents ce qu'on fait. Croyance numéro 2, donc le marketing et la com, c'est de l'arnaque. On nous force à acheter. Croyance numéro 3, je n'ai pas besoin d'une stratégie marketing et communication parce que je suis une petite entreprise. Ça aussi, c'est une grosse croyance. Les gens pensent généralement que le moment en fait où on doit s'intéresser pardon, à une stratégie marketing ou à une stratégie de communication, c'est quand on est un grand groupe, etc. Enfin, je ne vois pas le lien entre toutes ces choses-là. Parce que pour moi, la stratégie marketing et com, ça vient faciliter et en fait, c'est même pas faciliter parce que ça fait partie du processus et je vais vous montrer juste après de quoi je parle, mais vraiment ça fait partie du processus. C'est-à-dire que quand on crée une offre, si on ne la diffuse pas et si on ne la promeut pas, il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe et il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui se disent, je vais passer, j'en sais rien, des heures et des heures et des heures, je vais épuiser toute mon énergie, dans la création de mon offre, la définition de ma cible et cetera. C'est super. C'est vraiment c'est top. Il faut passer du temps sur la création de ses offres, sur la cible et cetera. Mais faut pas oublier aussi que derrière, il y a encore des choses qui ont besoin d'être faites et je peux comprendre que c'est lourd comme processus, mais c'est la suite et c'est ce qui va permettre en fait d'arriver à, un peu, la consécration. De se dire: «Bah, ça y est, c'est en ligne, c'est diffusé. Maintenant, il faut que j'en fasse la promotion, il faut que je communique sur cette offre-là pour pouvoir ensuite la vendre». Si on s'arrête au moment où on dit: «Bah, c'est bon, mon offre elle est créée, j'ai ma cible, je mets un lien vite fait sur mon compte Instagram, vite fait sur mon site internet», ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, il y a besoin d'avoir un processus un peu, final qui va guider en fait la suite de ce qui va être mis en place. Et je peux comprendre que les gens se disent que c'est moins important parce que on pense que communiquer et ça, je pense que c'est une croyance que j'ai pas rajoutée à moins que ce soit, la quatrième, je me souviens plus. Hem, mais généralement, on pense que communiquer, c'est juste, «Oh bah, je fais un post de temps en temps» ou alors, je fais, voilà, je fais quelques stories et basta, c'est bon, les gens sont au courant. Mais ça fonctionne pas comme ça. La communication est en plus véridique parce que des fois, on passe une semaine à faire, de la communication à fond, à lancer ses offres et cetera, à parler que de ça et il y a encore des gens au bout d'une semaine qui disent: «Oh mais mon Dieu, j'avais pas vu que tu sortais quelque chose, j'ai loupé l'info» et cetera. Ça m'est déjà arrivé, je suis sûre que c'est déjà arrivé à d'autres. En fait, même en une semaine de communication, il y a encore des gens qui arrivent à passer à côté. Donc certes, ça fait rabâcher, 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 mais il faut prendre en compte le fait que les gens, vous n'êtes pas leur centre du monde. Quand on communique,
tout le monde ne regarde pas peut-être mes stories tous les jours, tout le monde n'est pas au courant que j'ai une nouvelle offre qui va sortir dans 2 jours, etc. Donc ça, vraiment faire attention et ne pas se considérer aussi, je pense, comme une petite entreprise. Considérez-vous comme une entreprise qui lance des offres, qui fait de la communication pour ses offres, qui met en place du marketing pour améliorer un peu la façon aussi dont elle va vendre, pour améliorer aussi l'expérience client, la fluidité du parcours. Voyez-vous vraiment comme une entreprise et non pas comme une petite entreprise. Croyance numéro 4, comme je disais avant, j'ai passé le plus difficile, penser, imaginer et créer mon offre, ouf, c'est bientôt terminé. Mais en fait, non, c'est pas bientôt terminé. Certes, c'est un gros morceau, je suis d'accord avec ça, moi aussi je passe vraiment du temps à penser, à imaginer une offre, à voir comment je vais faire mon plan, etc. Mais ensuite, il y a encore quelque chose qui arrive après. Et c'est ce dont je vous parlais juste avant. On a une phase de création de son offre, on a une phase de diffusion et on a une phase de promotion. Création, on passe du temps, cible, positionnement, création de l'offre, comment je vais faire mon plan, etc. Diffusion, je mets en ligne ce que j'ai à mettre en ligne, je fais les réglages au niveau des paramètres de paiement, enfin, je pense que vous savez, lier Stripe avec Thrivecart, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas aussi, mais qui prennent énormément de temps, cette partie technique. Et parfois, ce qu'on veut faire, ce qu'on a dans la tête, on n'arrive pas à le faire. Et moi, c'était le cas pour une des choses que je voulais mettre en place pour ce lancement que je suis en train de faire cette semaine. Et j'étais butée, mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, lâche l'affaire, tu vas pas passer des heures là-dessus. Ça, c'est important aussi de réussir à se mesurer à un moment et de se dire, bon, bah, j'arrive pas à faire ça, c'est pas très grave, on va passer à autre chose. Donc, création, diffusion, et ensuite, ce fameux moment de la promotion. Et ce qui se passe, c'est que généralement, les gens, on est full énergie pour la création de son offre, on est trop content, on se dit, ah, mais j'ai 1000 idées, peut-être que je vais faire ça, les gens vont adorer si je fais ça, etc. On la diffuse, on fait tous les paramètres techniques qui sont un peu relous. D'ailleurs, en plus, c'est relou, donc du coup, ça nous fait baisser vraiment en énergie, on en a un peu marre. Et au moment où on arrive à la communication de l'offre, à la promotion de son offre, il n'y a plus d'énergie. Et quand il n'y a plus d'énergie, forcément, épuisement, fatigue, parce qu'on sort des semaines de création, d'optimisation de son offre, etc. Ce qui nous met aussi dans un mauvais état d'esprit et dans une énergie que j'appelle basse, c'est-à-dire vous êtes bas en énergie, et l'énergie basse, on communique moins et forcément, on attire moins vers nous. Et ça peut paraître un peu perché, en tout cas si vous vous intéressez pas forcément à ça, à ce truc d'énergie, de prendre soin de soi, etc. Mais vraiment, c'est véridique parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dans une bonne énergie, vous êtes dans un mauvais état d'esprit, vous n'avez pas assez dormi, vous êtes fatigué, bah, vous n'avez pas envie de faire les choses. Et vous vous dites, oh, tant pis, je laisse tomber, je le ferai demain. Mais des fois, bah, en fait, c'est juste dommage parce que finalement, ça a vraiment une influence négative sur les résultats. Si tu n'as pas d'énergie, si tu es dans un mauvais état d'esprit, si tu es fatigué, tu ne vas pas communiquer ou alors tu vas communiquer mais en te forçant. Pire chose à faire. Déjà pour toi parce que tu ne respectes pas l'état dans lequel tu es actuellement, mais aussi parce que quand tu te forces à communiquer, tu ne vas peut-être pas dire les bonnes choses et tu ne vas pas non plus dire les choses avec la même énergie. Tu ne vas pas être aussi enjoué, aussi dynamique, tu ne vas pas refléter en fait ce que tu as envie que les gens viennent chercher chez toi. Donc c'est un petit peu dommage et ça a vraiment une influence négative sur les résultats. Moi, j'ai déjà pu l'expérimenter, peut-être un peu trop de fois, où je me disais, mais non, je suis une warrior, je vais faire la création, la diffusion, je vais promouvoir mon offre. Au final, le truc, ça dure 3 mois. Au bout des 3 mois, je suis littéralement une loque. Je prends 3 rendez-vous massage pour le mois prochain. C'est vraiment horrible. Et je me dis, mais pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu fais ça? Dites-moi si vous, c'est pareil, mais il y a Anne qui me dit, c'est tellement vrai. Mais franchement, c'est vrai que je trouve ça hyper dommage. Et je pense qu'on pourrait faire autrement. On pourrait faire autrement, tout simplement en espaçant le moment entre la création de l'offre et la promotion. On peut très bien créer son offre, j'en sais rien. Par exemple, pour Canva Mastery, une offre que j'ai créée sur Canva pour créer des jolis visuels,
J'ai créé toute la formation au mois de décembre. C'était une petite formation, donc c'était assez rapide, entre guillemets. Et au lieu d'attendre de diffuser, je me suis dit: «Oh bah non, mais je vais faire le lancement à la première semaine de janvier». Résultat, fête de Noël, Nouvel An, et cetera, je vous passe les détails. J'étais au bout de ma vie, le lancement a quand même bien fonctionné, mais c'est vrai que je me suis dit: «Mais enfin, ça tourne pas rond, ça tourne pas rond là-haut». Alors qu'on pourrait très bien espacer les moments, on peut espacer de 2-3 semaines. Prévoyez des moments où voilà, vous appuyez sur pause, vous prenez un peu soin de vous. Ça permet aussi de remettre un peu les choses dans l'ordre en se disant: «Bah voilà, j'ai créé cette offre-là», de la mettre un peu de côté et de se dire, qu'est-ce qui manque potentiellement, de faire vraiment une petite liste, mais sinon vous vous reposez. Parce que le moteur de votre entreprise, c'est vous, et si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas, reposé, si vous n'êtes pas dans une bonne énergie, pour la communication, c'est plié. C'est pas que c'est mort, mais c'est un peu compliqué et c'est dommage parce que autant pour vous, au niveau de c'est pas bien de se forcer, quoi. C'est pas bien de se forcer, je pense, à communiquer, et en plus de ça, les gens le ressentent, ça a une influence sur vos résultats. C'est un peu un cercle vicieux, quoi. Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. Bah ouais, tu vois, Clémence. Bah après, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, et je suis sûre que ça n'arrive pas qu'à moi. Surtout quand on vend des produits en ligne et que voilà, on fonctionne par lancement. C'est vrai que ça peut être hyper énergivore. Anne, je pense que l'on est tellement pressé car enjoué que ça sorte que l'on brûle son capital énergie rapidement. Exactement. C'est ça en fait, on est tellement, on se dit: «Waouh, mais c'est incroyable ce que j'ai fait, j'ai envie de le sortir tout de suite», et en plus, il y a aussi ce truc de, bah, c'est prêt, donc pourquoi ne pas le sortir tout de suite? Pourquoi attendre alors que c'est prêt? Et bah, attendre parce que toi, tu peut-être pas prête, tu peut-être pas dans tu as peut-être besoin, d'un petit peu de repos en fait après toute l'énergie que tu as donnée justement dans la création de cette offre. Donc communiquer vraiment dans une bonne énergie, être reposé, être bien, et cetera, ça permet d'avoir, moi, ce que j'appelle une aura magnétique. Je trouve qu'il y a des gens comme ça qui ont une aura magnétique où voilà, ils sont, tu es content de les voir, tu es content de les entendre, limite, tu as envie d'acheter tout ce qu'ils proposent. Enfin, vraiment, je trouve que c'est assez important là, peut-être un peu le charisme aussi, en tout cas la façon dont on communique, la posture qu'on prend, la prestance éventuellement qu'on peut avoir, c'est hyper important. C'est comme, je ne l'ai pas noté dans le visuel que vous avez sous les yeux, mais à chaque fois, je dis aussi que c'est hyper important de rester professionnel, même dans, les rendez-vous, par exemple, qu'on peut avoir en visio. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des rendez-vous en visio avec une personne qui est dans sa voiture avec son téléphone, elle est branchée sur, son truc, USB de la voiture et tout. Pour un rendez-vous, je trouve que c'est pas terrible parce que, bah, voilà, ça tout de suite, on se dit: «Merde, il y a un truc, qui fait que, bah, la personne elle est pas concentrée». Je trouve que c'est pas hyper professionnel, surtout si en face de vous, c'est un prestataire que vous voulez recruter pour, je ne sais quelle, raison. Et autre chose aussi, après, bon, je sais qu'on ne fait pas toujours, exprès, mais les gens qui ont du linge qui sèche dans le dans l'arrière-plan de leur truc, et cetera, c'est vrai que ça peut renvoyer une connotation un peu négligée, on va dire. Donc bon, voilà, parenthèse fermée là-dessus. Je reviens un petit peu sur cet aspect marketing parce que j'ai envie de vous montrer un exemple de, ce qu'est le marketing et ce qu'est la communication, parce que finalement, je ne sais pas si les gens ont la bonne définition et si on voit vraiment ce que c'est que le marketing et ce que c'est que la communication. Ne voyez pas vraiment le marketing comme un amas de, techniques, difficiles et incompréhensibles. Bien sûr, il y a de la technique dedans. Je vais vous montrer juste après. Mais je trouve que c'est important aussi de se former là-dessus parce que c'est le genre de méthode que vous allez pouvoir dupliquer à chaque fois que vous allez lancer quelque chose de nouveau. Ou si vous êtes un prestataire, vous allez pouvoir améliorer vos compétences et pouvoir proposer ça, par exemple, à vos clients. Mais je trouve que c'est hyper important de savoir aussi sur quoi on travaille. De pas toujours tout déléguer en disant: «Bah, c'est bon, il va me faire ça», parce que vous n'avez pas de moyen de mesurer éventuellement les résultats. S'il y a un problème, bah, vous n'êtes pas au courant parce que c'est pas vous qui vous en chargez. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais vraiment, je pense voir le marketing comme un peu un guide et un soutien pour mettre en valeur vos offres. Qu'est-ce que j'entends par là? Le marketing, c'est vraiment toutes les choses qui vont vous permettre de
mettre en avant vos offres, mais pas par la communication. Ça va passer par exemple par une page de vente. Page de vente, donc là, comme vous voyez à droite. Page de vente, c'est du marketing. On va utiliser des techniques pour créer une page de vente qui est suffisamment attrayante, qui va amener l'audience, le lecteur, le visiteur par différentes étapes pour ses désirs, les objections éventuellement qu'il peut avoir, quel est le prix de cette offre, etc. Ça, c'est du marketing. On va essayer de convaincre et de persuader par une page de vente. On peut avoir aussi, par exemple, les landing pages, donc ce que vous voyez au milieu, qui sont un peu comment on appelle ça, des pages d'atterrissage. Là, par exemple, c'est la page sur laquelle vous êtes très certainement inscrit pour assister à cette masterclass. On a une page où on met le titre en gros, où on va avoir le programme qui est détaillé, le lien pour s'inscrire, etc. Avant, je n'avais pas forcément ce genre de page-là. Moi, je mettais directement le petit formulaire où on avait juste à rentrer son prénom et son email. Mais en fait, ce qui est problématique là-dedans, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'expérience. En fait, la personne, elle n'est pas plongée dans un univers, elle ne connaît pas le programme, elle ne sait presque pas le titre de ce qu'elle va regarder, elle ne connaît pas l'heure, etc. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Autre chose aussi dans la partie marketing, c'est l'onboarding et l'onboarding par rapport à des séquences email automatisées. Par rapport à cette masterclass à laquelle vous vous êtes inscrite, vous avez très certainement, j'espère en tout cas, reçu un mail de bienvenue, un mail avec le lien vers la masterclass, un mail ce matin pour vous rappeler que la masterclass était aujourd'hui et un mail un quart d'heure avant pour vous rappeler le lien vers la masterclass. Si je n'avais pas fait tout ce truc-là, il y aurait eu moitié moins de personnes qui seraient aujourd'hui en live avec moi. Parce que les gens, quand on leur envoie un mail une semaine avant, ils ne s'en souviennent plus, ils ne vont pas rechercher dans leur mail. Il faut vraiment avoir des rappels comme ça, et ça fait partie du marketing. C'est des techniques pour attirer les personnes, pour faire en sorte qu'on a une page de vente, on a une page de capture où c'est détaillé, on envoie des emails qui sont automatisés. Et en même temps, ce marketing, moi, ça me permet d'avoir beaucoup moins de charge mentale. Déjà par les emails, toutes les séquences automatisées, franchement, c'est terriblement pratique. Les formulaires d'inscription, pareil, une fois que le formulaire est créé, j'ai rien à faire, c'est l'outil qui gère tout derrière. Page de vente, une fois qu'une page de vente elle est créée, j'ai juste à la réutiliser, on va dire, pour les fois d'après, parce que j'ai un modèle de page de vente qui est connu, que je connais, que maintenant je duplique pour mes autres offres. Voilà, marketing, c'est vraiment tout ça. C'est tout cet aspect un peu technique de je veux faire en sorte de créer une belle expérience client, que les gens aient toutes les informations dont ils ont besoin, qu'ils trouvent en fait très facilement l'information, qu'on leur dise voilà ce à quoi ils vont avoir accès et qu'on les tienne au courant aussi, qu'on garde la relation finalement au plus proche pour leur rappeler qu'aujourd'hui il y a une masterclass, etc. Est-ce que vous comprenez un petit peu la différence ? Le copywriting est super important aussi. Le copywriting, de toute façon, ça fait partie des techniques que moi j'utilise par exemple pour la rédaction d'une page de vente. Pour la rédaction d'une page de vente, j'ai vraiment une guideline en mode d'abord tu mets ça, après tu mets ça, après tu mets ça, etc. Je ne suis pas copywriter, je n'ai jamais fait de formation en copywriting, mais j'utilise des techniques de copywriting pour créer des pages de vente, pour créer des formulaires, etc. C'est très clair. Parfait, on continue. La différence entre le marketing et la communication, c'est donc que le marketing, on va venir mettre en place un peu plein de techniques en surface. Donc là, page de vente, machin, vous avez compris. On met plein de choses en surface et généralement, c'est assez dommage parce que c'est un travail qu'on ne voit pas. C'est un travail que vous faites, tout ça, mais qu'on ne voit pas en fait tout ce travail qui a été fait. Tous les paramétrages, toute la liaison entre différents outils, etc. C'est quelque chose qui est invisible finalement aux yeux des gens et qui prend quand même énormément de temps. Ce qui va être visible, c'est la communication. C'est la façon dont vous communiquez sur vos offres. Est-ce qu'il y a des stories à la une sur Instagram ? Est-ce que quand vous êtes en période de lancement, vous montrez les témoignages de clients ? Est-ce que vous refaites une présentation du programme ? Est-ce que vous dites ce qu'il y a dans l'offre ? Est-ce que vous parlez des promesses de votre offre ? Est-ce que vous montrez les backstage de votre entreprise, etc. La communication, c'est tout ça. La communication, c'est plus quelque chose que vous allez faire au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui va être un peu one-shot, comme des pages de vente, etc. C'est vraiment une communication au quotidien. Et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué.
parce que ça demande de la régularité et ça demande d'être constamment alimenté. Communiquer, communiquer, communiquer tout le temps. En fait, je peux comprendre qu'on se dise: «Mais ça prend du temps vraiment, de communiquer». Mais en fait, moi, j'ai une vision où je me dis: «C'est votre entreprise. Vous devriez être, hyper enjoué, hyper heureux de communiquer sur vos offres». À moins que, j'en sais rien, vous ne croyez pas du tout en vos offres. Mais ce qui me paraît quand même, assez peu probable. Mais la communication donc, c'est toute cette partie visible, quotidienne, qui est aussi énergivore parce que des fois on doit créer aussi par exemple des templates, même si c'est pas obligatoire, on doit créer des templates avec voilà, présentation, de la formation et cetera. Alors on me dit parfois: «Pardon, c'est quoi la différence entre le marketing et la communication? Peut-on communiquer sans montrer notre visage?» Alors je vais répondre déjà à la première question. C'est quoi la différence entre le marketing et la communication? Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Le marketing, ça va être des techniques de vente. Donc créer une page de vente, à l'intérieur on fait, du copywriting, on va vraiment, guider le lecteur au travers de sa lecture. On va mettre en place un, formulaire de, capture d'email par exemple. Comme ici pour la masterclass, vous vous êtes inscrit via le formulaire. On va envoyer des séquences email qui sont automatisées pour rappeler aux personnes que voilà, il y a tel bonus qui expire dans, autant de jours, il y a une masterclass qui arrive ce soir et cetera. C'est toutes les techniques qui sont, techniques, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est tout le paramétrage, paramétrer une automatisation entre Zapier et Notion, enfin, généralement, c'est tout ce que les gens ne savent pas faire à moins qu'ils soient issus du marketing. Alors que pourtant c'est hyper important parce que ça permet, comme je le disais, de fluidifier vraiment le parcours du client. Exemple, la dernière fois, je lisais un article sur, alors je ne sais plus comment on appelle ça, mais le fait d'avoir un parcours client trop long qui fait que le client va cliquer plus de 3 fois, je crois que j'avais vu sur l'article. En fait, à partir du moment où une personne doit emprunter un chemin qui est trop long ou trop compliqué, elle a plus de chances d'abandonner. Donc, ça peut marcher par exemple avec un achat, hein. L'achat, j'en sais rien, vous vendez, une formation en ligne. Si la personne, elle doit se rendre sur votre site, ensuite il faut qu'elle clique, sur, j'en sais rien, une catégorie, produits, à vendre. Ensuite, on la ramène encore sur un autre site pour qu'elle puisse, voir le programme et une fois qu'elle a vu ce programme, on lui demande encore de cliquer ailleurs pour aller renseigner ses données de paiement. Généralement, on dit que c'est un parcours qui est trop long parce que l'acheteur, il a trop d'étapes en fait à fournir. Vous savez que les gens de notre génération, c'est un peu des flemmards. On n'a pas envie de chercher. On a envie que ce soit simple, que ce soit fluide, que ce soit ergonomique et que ce soit presque direct. Donc vraiment, on minimise le nombre de clics si c'est possible. Là, par exemple, avec ce que vous voyez au milieu, la, la page d'atterrissage, je vais y arriver, de la masterclass, donc comment le marketing et la communication peuvent devenir un véritable game changer, j'ai créé une page où j'ai mis le titre, en dessous, j'ai mis le programme. Il y a un bouton sur lequel vous cliquez et dès que vous cliquez sur ce bouton, vous rentrez tout de suite vos informations. Il n'y a pas 15 clics différents pour pouvoir accéder à l'info dont vous avez besoin. Pareil sur la page de vente. Sur la page de vente, cette année, ça c'est nouveau, je l'ai fait cette année, j'ai fait en fait un sommaire avec pour qui est cette offre, voir le programme, voir les témoignages. Et en fait, les gens, quand ils arrivent sur cette page de vente, s'ils veulent voir tout de suite les témoignages, ils cliquent sur témoignages, ça les renvoie vers les témoignages, ils n'ont pas à chercher. C'est vraiment, on facilite au maximum le processus en fait du client pour qu'il puisse arriver en fait là où on a envie qu'il arrive. Et la communication, c'est tout ce que vous voyez généralement sur les réseaux sociaux, le fait de communiquer en fait sur son offre, pas de travailler un peu en backstage sur son offre. Est-ce que c'est plus clair? Peut-on communiquer sans montrer notre visage? Alors pendant que je réponds à cette question, vous pouvez me dire, hein, si c'est clair, si vous avez besoin que je réexplique d'une autre façon, n'hésitez pas à me dire. Je pense qu'on peut communiquer, sans montrer son visage, mais aujourd'hui, moi, je suis pas experte là-dedans. C'est-à-dire que j'aurais certainement des petites astuces à te donner. J'aurais, des petites astuces à te donner en disant: «Bah, tu peux filmer ton écran, tu peux filmer, ta to do list, tu peux, voilà, plein de petites choses comme ça. Mais moi, aujourd'hui,
en tant qu'entrepreneur et en tant que personne qui fait du personal branding, c'est-à-dire que je montre mon visage, je suis l'image de mon entreprise, je ne saurais pas comment bâtir une communication qui est uniquement centrée avec la contrainte de ne pas montrer son visage. Pour moi, aujourd'hui, c'est trop compliqué de ne pas le faire, mais bien sûr, je respecte totalement les gens qui ne veulent pas le faire. Et je suis Laetitia sur Instagram, qui son pseudo, c'est Peachy Wonder. Et Laetitia, elle se montre de temps en temps, mais c'est quand même très, très rare. Et j'ai trouvé ça hyper ingénieux parce qu'elle utilise, en fait, vous voyez les bitmojis, là, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle. Les bitmojis, aidez-moi. Les petites icônes, en fait, qui représentent une personne, comme c'est comme si je pouvais créer un petit Sims avec les mêmes cheveux que moi, un avatar. Voilà, merci. Un avatar. Donc voilà, et Laetitia, elle utilise ça dans sa communication et je trouve que c'est hyper bien fichu. Elle l'utilise dans ses posts, elle l'utilise dans ses stories. Et en fait, ça permet de savoir à qui on s'adresse sans forcément qu'elle se montre entièrement, en fait. Donc voilà, à la limite, ce serait le genre de conseil, en tout cas, que je pourrais donner. Et autre chose à laquelle je pense là tout de suite, donc je vous le dis aussi, c'est pourquoi pas demander à une personne de vous faire une illustration de vous. Pas un avatar, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Une illustration, un dessin en fait de vous que vous pourriez réutiliser sur vos différents supports de communication. En disant ça, je pense à Leïla de Fruit de ta passion. Alors, il me semble que c'est elle qui l'a fait, son petit avatar, son petit dessin, parce que je crois qu'elle était graphiste avant. Mais pareil, dans tous ses posts, dans toutes ses stories, elle a créé, en fait, elle s'est créée elle-même en dessin, en illustration, et elle utilise, en fait, ce petit truc-là pour communiquer au fur et à mesure, même si elle se montre en plus dans ses stories. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne alternative. Alors, attendez, je reprends vos messages. Oui, c'est très clair, super. Pour moi, le marketing, c'est l'art et la manière de convaincre, d'attirer et ou de fidéliser le client et le prospect. Et la communication, c'est un moyen de mettre en place ces stratégies. Exactement, je pense que tu as hyper bien résumé ce que je voulais dire, Cindy. C'est vraiment ça, c'est marketing, on convainc, on attire et on fidélise le prospect ou le client. Et la communication, c'est plutôt le moyen de promouvoir en fait cette offre-là et non pas la finalité. Parce que finalement, quand vous communiquez sur une offre, là par exemple, je fais des stories sur mon offre, etc. La personne, en prenant cette information, elle va vouloir aller voir la page de vente. Et ça passe par le marketing. Mise en place d'une page de vente, technique de persuasion, etc. Quel est son pseudo ? Y a-t-il des podcasts, sites web, formations que vous conseillez pour se former au marketing et à la communication ? Bah oui, chez moi. Je vais en parler juste à la fin, mais évidemment, cette masterclass, elle est organisée, je vous l'avais dit par mail, pour le lancement, en fait, le relancement, en tout cas, de Créer et Impacter, qui est ma formation pour mettre en place une stratégie marketing et communication. Donc, on fera vraiment un topo sur la formation à la fin. Si vous voulez déjà aller voir la page de vente, je vais vous la mettre dans le... Comme ça, au moins, vous aurez un exemple direct de la page de vente. Mais si vous voulez aller la voir, je vous la mets dans le chat, dans 3, 2, 1. Voilà. Tac, tac, tac. J'ai répondu à toutes les questions pour l'instant. Je continue, sinon on ne va pas y arriver. Partie numéro 2. Les 3 clés d'une marque impactante et mémorable sur le web. Aujourd'hui, dites-moi, pensez à un compte Instagram. Mettez-vous en tête un compte Instagram et dites-moi, qu'est-ce qui fait que cette personne, vous la reconnaissez ? Dites-moi dans le chat. Dites-moi à qui vous pensez et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez reconnaître très facilement cette personne. Par exemple, quand vous jetez un œil à, j'en sais rien, son compte Instagram ou même son site internet ou des choses comme ça. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que ça fait tac, vous voyez un contenu, vous dites « Ah, ça, c'est un tel ». Je pense que se montrer ou montrer son avatar peut créer un capital sympathie non négligeable. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Les couleurs. Yes. Leïla, Maëlan, on est en force. Sa charte graphique est très reconnaissable. Oui, exact.
Je rejoins Marianne sur les couleurs, police, couleurs. Exactement. Première chose que j'aurais dit quand même, que vous n'avez pas mentionné, mais ce que je peux comprendre aussi, ce serait l'unicité pour moi. Vraiment le fait que voilà, une personne, elle est unique, elle est elle-même, et que vraiment à travers sa personnalité, etc., on peut voir qu'elle est différente des autres. Parce que dites-moi si je me trompe, mais je pense que, alors peut-être pas au premier abord, parce qu'au premier abord, en effet, on est plus attiré par les couleurs et par l'univers qui est dégagé par une marque. Mais je pense que le fait qu'on reste abonné à quelqu'un, si on prend le cas d'Instagram, c'est aussi la personnalité de la personne. Le fait que peut-être qu'elle ait des convictions un peu différentes, qu'elle ait un positionnement qui se différencie par rapport à d'autres personnes qui sont sur le même marché qu'elle, je pense que c'est une des choses qui peut faire, enfin en tout cas moi, c'est une des choses qui fait que je reste abonnée, en tout cas à certains comptes Instagram. Les gens dont j'aime les offres, mais avec qui j'accroche pas au niveau personnalité, généralement, ça fait pas très long feu chez moi. Donc vraiment, première étape, miser sur son unicité. La personnalité, avoir un positionnement qui est différenciant, tout en restant vous-même. Parce que des fois aussi, on me pose la question, on me dit « Ah, mais moi, j'ai rien d'extraordinaire. » Moi non plus, j'ai rien d'extraordinaire. Ou en tout cas, pour moi, j'ai rien d'extraordinaire. Mais une fois, il y a un truc que Frédéric m'a dit. Elle m'a envoyé un message sur Instagram parce que j'avais posté une story en disant ah, il y a une nouveauté sur Instagram. Moi, je prends un exemple au pif, mais il y a une nouveauté sur Instagram, c'est les réels. Je ne vais pas vous en parler parce que tout le monde en parle déjà. J'ai dit ça en story. Et Frédéric, elle m'a envoyé un message en me disant « Ouais, mais nous, on s'en fout de ce que les autres disent sur les réels. Nous, on veut entendre ton avis à toi. » Et j'ai trouvé ça, ce message, il m'a fait tellement plaisir. Et ça m'a aussi ramené un peu les pieds sur terre en me disant c'est vrai que voilà, il y a des gens qui ont besoin aussi d'entendre mon avis, peut-être qu'ils me font confiance à moi et peut-être qu'ils ne font pas confiance à d'autres personnes. Peut-être qu'ils suivent que moi dans ce domaine-là. C'est possible aussi, on ne sait pas en fait parmi toutes les personnes qui nous suivent qui est réellement intéressé par ce qu'on fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment très marquant et ça m'a beaucoup, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc vraiment cette unicité, misez dessus, différenciez-vous de vos concurrents. Par exemple, ça me fait penser aussi à de temps en temps à la spécialité d'une personne. Et là, je pense à Maëlan parce qu'on en a parlé dans le chat, mais Maëlan, elle a un double profil juridique et marketing. C'est pas quelque chose qui se voit extrêmement, parmi toutes les personnes que je connais. Je crois que c'est la seule que je connais qui a un profil marketing et juridique. Du coup, ça lui fait vraiment une différence en plus par rapport aux autres personnes qui font de la formation business. Et ça, je trouve que c'est assez important aussi. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. Donc vraiment miser sur vos points forts, sur ce qui vous rend unique en tant qu'être humain, mais aussi en tant que professionnel. En tant qu'être humain, ça peut être par exemple, j'en sais rien, votre personnalité, votre humour, votre côté un peu bonne copine par exemple. Et au niveau professionnel, ça peut être un double profil, une spécialité. Moi, j'ai fait des études dans le marketing et dans la com, donc c'est quelque chose que je vais quand même appuyer pour montrer aux gens aussi que je sais de quoi je parle et que je ne viens pas d'arriver comme ça comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et ensuite, il y a une chose aussi que je voulais aborder sur ce truc, sur cette partie unicité, c'est les contenus No Like Trust. Est-ce que vous savez ce que c'est les contenus No Like Trust pour les anglophones? Comme ça, je lis en attendant que vous me répondiez. La façon de s'exprimer fait également la différence. Oui, c'est sûr. Mais je pense que la façon de s'exprimer, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la posture. Dis-moi si je me trompe par rapport à ce que tu voulais dire. Mais des fois, par exemple, en story, on peut voir peut-être des personnes qui vont être un peu plus recroquevillées, qui vont parler un peu plus doucement, qui vont pas avoir trop d'entrain. Et des fois, c'est pas hyper entraînant, en fait, comme genre de... comme parole, quoi. Mais bon, après, chacun a bien sa façon de faire. Élodie, pour te rejoindre, Lucie, je dis toujours que ce que tu dis, personne ne l'a jamais dit aussi bien que toi, avec tes mots, ta voix, ton point de vue. Peut-être que les gens l'ont déjà entendu 10 fois, mais la façon dont tu le diras les impactera. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi.
Elodie, et c'est le message, je pense, que Fred, elle avait voulu me faire passer quand elle m'avait dit ça, en disant, bah, en fait, on s'en fout un peu de ce que disent les autres. Nous, on a envie d'entendre ton point de vue sur le sujet et la façon aussi dont toi, tu le comprends, dont toi, tu le vois, dont la façon dont tu l'as réfléchi. Donc vraiment, c'est très important. Ne vous dites jamais que vous n'avez pas le droit de parler de tel ou tel sujet, à moins que ce soit des sujets que vous avez définis à l'avance dont vous ne voulez pas parler. Mais ne vous empêchez pas, je veux dire, de parler de certains sujets sous prétexte qu'il y a déjà 1001 personnes qui l'ont fait. Parce que, bah voilà, la dernière fois d'ailleurs, je me suis pris un petit flop parce que j'ai dit aux gens, ah, mais il y a, il y a une nouveauté sur Instagram maintenant, je sais même plus ce que c'était. Je leur dis, ah, il y a une nouveauté sur Instagram, maintenant on peut faire ça, et tout le monde m'a dit oui, mais on savait déjà. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. C'est ça, mais je l'avais déjà écrit avant que tu n'en parles. Oui, bah la façon de s'exprimer. Donc voilà, unicité et le no like trust. Est-ce que vous m'avez répondu? Vous m'avez pas répondu sur le no like trust. Est-ce que vous savez ce que c'est? Les contenus no, connaître, like, apprécier et trust, faire confiance. Moi, j'appelle ça un peu des contenus qui rapprochent, parce qu'à travers ce genre de contenu-là, on va pouvoir donner des indications sur qui on est, quel est notre parcours, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos convictions, quelle est notre histoire, quelles sont les études qu'on a fait, quels sont les jobs qu'on a déjà fait, quel est le parcours entrepreneurial, salarial qu'on a déjà eu. Je trouve que c'est important, que ça nous rend humains. C'est des contenus qui sont un peu plus auto-centrés, qui sont forcément où on va parler de nous, mais je pense que ça reste quand même hyper important pour bâtir justement cette relation de confiance entre votre audience et vous-même. Donc les contenus no, ça va être les contenus qui permettent de vous connaître. Présentez-vous, présentez vos services, présentez votre histoire. Le like, ça va être pour faire en sorte que les gens vous apprécient. Je donne toujours le même exemple, mais moi, par exemple, j'ai un petit chat qui s'appelle Fripouille, mais on l'appelle généralement la stagiaire. Et maintenant, c'est devenu presque un emblème en fait de ma vie, parce que les gens me disent « Ah, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la stagiaire, etc. » Et parfois, c'est un truc aussi qui me permet de créer des conversations en fait, avec les gens qui sont aussi propriétaires d'animaux de compagnie. Donc voilà, c'est un truc qui fait vraiment que je peux aussi être appréciée parce que voilà, j'ai un petit chat, etc., que je la montre en story. Ça apporte peut-être une douceur en fait dans ce que je partage, je ne sais pas trop. Et ensuite, pour moi, les contenus trust, ça va être tout ce qui est lié à l'expertise, aux domaines qui sont un peu plus sérieux, qui sont un peu plus professionnels, c'est-à-dire par exemple les témoignages de vos clients. Ça peut être aussi vos études. Donc voilà, par exemple, moi j'ai fait une école de droit, bon bah ok, tu t'y connais en droit, etc. Ça peut être plein de petites choses comme ça qui vont vraiment faire en sorte que la personne, elle vous connaît, qu'elle vous apprécie et qu'elle arrive aussi à vous faire confiance. Et vraiment, ces trois piliers-là, no like trust, ça permet en fait à une personne de valider qu'elle peut acheter chez vous. Elle vous connaît, elle vous apprécie, elle vous fait confiance. Ces trois choses-là, elles sont réunies pour qu'elle puisse un jour peut-être passer à l'achat chez vous. Donc, très important. Et dernier point, comme je disais, créer une véritable relation avec votre audience. Mais ça, je pense que je l'ai déjà bien dit. Il y a des gens avec qui vous vous entendrez bien, je pense, naturellement. Il y a des affinités parfois qui se créent. Il y a des rencontres en réel aussi parfois qui se font. Et je pense que c'est important toujours de donner avant de recevoir. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps aussi. Mais cachez un peu votre ego et arrêtez de vous dire moi, je veux que les gens viennent vers moi, je veux me rendre visible, je veux qu'on consomme mon contenu, alors que vous donnez rien. Alors que vous n'allez pas, j'en sais rien, engager avec les autres, vous n'allez pas commenter des publications, vous n'allez pas consommer de contenu. Je pense que ça va dans les deux sens et qu'il faut aussi faire le premier pas si on veut avoir des retours là-dessus. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Dites-moi avant que je passe à la slide suivante. Je vais boire un petit coup. 18h52, j'ai chaud. Alors, c'est très clair, impeccable. Parfait. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Allez, on passe à la suite. Deuxième chose qui rend, selon moi, une marque
impactante et mémorable sur le web, comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit, c'est le branding, le fait de se créer vraiment un univers unique qui vous ressemble à 200%. Et j'insiste là-dessus parce que parfois on me dit oui, mais tout le monde fait la même chose sur Instagram, etc. Mais en fait, on ne vous a pas demandé de faire comme tout le monde. Au contraire, s'il y a une palette de couleurs qui vous plaît à fond, utilisez-la. S'il y a des photos qui vous plaisent, si, j'en sais rien, si vous avez envie de faire complètement différemment de ce qui se fait aujourd'hui sur Instagram, faites-le. Là, je parle que d'Instagram parce que c'est le plus pratique par rapport au branding, mais vraiment, faites-le. C'est important, je pense, de réussir à sortir du lot. Avec son branding, c'est quasi inévitable d'ailleurs, et de vraiment plonger son audience dans un univers. J'en ai déjà parlé avec d'autres entrepreneurs qui me disaient, à l'époque, on parlait beaucoup de recrutement d'un community manager, parce que moi, j'étais dans ce domaine-là. Et je cherchais aussi à avoir un petit peu des infos sur qu'est-ce qui fait que les personnes sont attirées par le CMA ou le CMB. Et généralement, la plupart du temps, les réponses étaient « Ah bah direct, quand je vais sur le compte Instagram, je vois si ça me plaît ou non. » Et ça, c'est une première étape où tu te dis quand même, c'est hyper important de soigner en fait son branding et d'avoir un univers qui nous ressemble à 100% parce que justement, ça va pouvoir découler sur des personnes qui vont se dire « Waouh, mais j'adore en fait ce que cette personne, elle partage et j'ai envie d'aller plus loin avec elle. » Potentiellement. Plus loin avec elle, ça veut dire s'abonner. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Aussi, dans le branding, je trouve qu'on peut aussi facilement transmettre un peu son style de vie, ses valeurs, ses convictions, etc., comme j'en parlais la dernière fois. Et ça me fait penser à un post que j'ai vu chez Dorian Baker la dernière fois. À bientôt, Elodie. À plus. Ça me fait penser à un post que j'avais vu chez Dorian Baker. Elle montrait en fait son nouveau branding. Et dans les slides qu'elle montrait, elle incluait aussi les valeurs de son entreprise, des illustrations, etc. Et j'avais trouvé que c'était vraiment un post qui reflétait parfaitement le personal branding. Parce que d'un côté, on avait certes sa charte graphique avec des couleurs, des typographies, etc. Mais on avait aussi l'intérieur de son business, c'est-à-dire les valeurs qu'elle veut transmettre, la façon en fait dont, je sais pas comment dire ça, mais la personnalité qu'elle va donner en fait dans son entreprise. Et ça se retranscrivait vraiment très très bien. J'ai trouvé que c'était très très bien fait. Donc le branding, forcément, on regarde directement. C'est le premier truc qui fait qu'on va accrocher sur un compte Instagram, sur un site web, sur, j'en sais rien, même un épisode de podcast par exemple. Alors peut-être pas le branding, mais l'unicité, la voix, la façon dont vous allez parler. Est-ce que vous avez plutôt une voix douce? Est-ce que au contraire, vous êtes plutôt rentre-dedans? Ça, c'est des choses qui vont vraiment faire en sorte qu'on va vous reconnaître et qu'on va vous apprécier aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont plutôt préférer l'un et qui vont plutôt préférer l'autre. Troisième chose, le contenu. Le contenu, donc là, on a vu la forme juste avant. La forme, vraiment, comme le dit Émilie, et je viens de voir qu'elle mettait un message, je suis brand designer et c'est essentiel d'avoir un branding qui représente le business et qui va attirer la cible. Et il ne faut pas oublier de faire quelque chose qui sorte du lot par rapport à la concurrence. Donc voilà, exactement. Sur la forme, ça reste important quand même d'avoir un branding qui est fort, qui est impactant et qui va nous différencier pour qu'on puisse être vu, mais pour qu'on puisse aussi être reconnu par les personnes qui nous trouvent. Le fond, ça va être le contenu pour se rendre visible auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire que votre contenu, il faut qu'il soit ciblé, il faut qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit adapté aux personnes en fait, qui vont visiter votre compte Instagram. Si les personnes qui visitent votre compte Instagram, elles ne sont pas dans votre cible, elles ne vont pas se reconnaître dans vos contenus. Et c'est complètement OK. Nous, ce qu'on veut, c'est créer du contenu dans lequel la cible, elle va se reconnaître. Pour gagner en visibilité, pour gagner en notoriété aussi, parce que le type de contenu que vous allez créer, s'il est ciblé, vous allez avoir une notoriété certaine dans le domaine dans lequel vous exercez. Aujourd'hui, si je suis brand designer, que je crée des contenus, voilà, que je suis reconnue dans mon domaine, etc., je gagne en notoriété. Et les personnes vont avoir en tête, ah bah oui, c'est vrai que cette personne-là, elle est brand designer et j'ai envie potentiellement de travailler avec elle, ou en tout cas, je cherche une brand designer. Notoriété. Et enfin aussi la confiance
Pourquoi? Parce que, à travers les contenus, on va pouvoir tester un peu. Tester la façon, dont vous enseignez, par exemple. Si vous êtes formateur, si vous créez des contenus qui sont un peu éducatifs, on va voir un petit peu si c'est facilement compréhensible, si, c'est pédagogique. Ça peut être plein de petites choses comme ça. Mais vraiment, ça permet d'avoir cette confiance en vous à travers les contenus que vous allez partager. Est-ce que c'est OK là-dessus sur les 3 clés d'un branding, d'un d'une marque impactante et mémorable? Dites-moi et on passe à la suite. On passe à la dernière partie. Yes. Oui, 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 oui. Allez, go. Les seules stratégies, et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, dont vous aurez besoin pour trouver des clients et arrêter de prospecter. C'est sous-entendu, un peu comme ça. De quoi, selon vous, est-ce que vous avez besoin pour faire connaître votre marque et pour attirer des clients fidèles? Première étape, je vous ai fait une checklist, hein, et c'est vous qui allez bosser aujourd'hui. Donc je répète, de quoi est-ce que vous avez besoin pour faire connaître votre marque et pour attirer des clients fidèles? On a 3 points. Au moins donnez-moi le premier. Qu'est-ce qu'il vous faut? Au minimum? Client idéal. Des photos. Alors des photos, ça dépend, dans quel domaine on est. Alors vous me donnez des bonnes réponses, mais c'est pas celles que j'attends. Client idéal, positionnement, répondre à la problématique de notre client idéal, ça pour moi, c'est vraiment les bases. Il faut que ce soit acquis, peu importe ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour faire connaître sa marque? Admettons que vous ayez défini votre cible. Vous avez votre cible, votre positionnement, vous savez ce dont vous allez parler. De quoi vous avez besoin? Moi, je pensais que ce serait plus simple. Une stratégie de contenu. Alors, pas forcément, hein, c'est pas la solution ultime à tout. Allez, je vous donne le premier. Est-ce qu'on ne devrait pas se rendre visible pour pouvoir vendre ses offres? En plus, c'est quelque chose qui revient énormément là en questionnement. À chaque fois dans ma boîte de MP sur Instagram, c'est ah mais moi j'arrive pas à me rendre visible, j'arrive pas à être vue par ma cible, etc. Et forcément, quand on n'est pas vu par sa cible, ben ça veut dire qu'elle consomme pas nos contenus et qu'elle a aucune chance d'acheter chez nous parce qu'elle ne nous connaît pas. Donc première étape, on se rend visible, on veut être vu par notre cible. Deuxième étape, on doit nouer une relation de confiance avec la cible. Donc je me rends visible, OK, ma cible me trouve, elle s'abonne par exemple à mon compte Instagram, à ma newsletter où elle suit mes articles de blog. Je dois nouer, entretenir cette relation avec elle pour qu'elle continue à me suivre et pour que potentiellement, un jour, elle achète une de mes offres. Troisième étape, je mets en place un système pour vendre mes offres. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de page de vente, si vous n'avez pas de formulaire ou de page de paiement qui est mis en place, ça va être un petit peu compliqué. Donc on se rend visible, la cible elle nous trouve, on noue une relation de confiance, elle consomme les contenus, elle commence un petit peu à nous connaître, on a déjà peut-être échangé un peu avec elle. Si cette personne-là, elle veut passer à l'achat, il faut qu'on puisse lui donner un process sur comment faire. Soit par exemple mettre en place une prise de rendez-vous en ligne, un petit truc sur Calendly, soit mettre en place une page de paiement, un bon de commande en ligne pour qu'elle puisse régler sa commande. Donc on met en place un système pour vendre vos offres, un appel découverte, une page de vente, ce que vous voulez. Mais il faut lui donner cette étape suivante, sinon vous ne vendrez jamais. Et dernière étape, on essaye, une fois que cette personne elle est devenue client, de la garder, de la chouchouter, d'enchanter sa relation client pour faire vivre une belle expérience à la cible. Pourquoi je dis ça?
je ne vais pas passer à la slide tout de suite. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important, cette partie fidélisation? Moi, avant, je n'en avais pas tant conscience que ça, et c'est seulement à partir de cette année où je me penche vraiment sur la question. C'est important de soigner sa relation client parce que vos clients qui sont heureux, vos clients qui sont fidèles, qui ont été heureux de leur expérience au sein de votre entreprise, ils vont recommander vos services à d'autres personnes. Ça fera en sorte que vous allez continuer à promouvoir vos offres et vos services à travers, par exemple, votre création de contenu ou même si vous faites de la prospection. Mais par contre, il n'y a rien de plus fiable qu'un client qui est content et qui va recommander votre offre à d'autres personnes. Et comme Célia le dit très bien dans le chat, c'est pour qu'ils deviennent des ambassadeurs, des fans si vous préférez. Mais c'est ce qu'on appelle, en fait, on leur donne ce nom-là aux clients fidèles. C'est des clients qui vont venir alimenter automatiquement votre tunnel de conversion pour ramener des nouvelles personnes à chaque fois. Et en fait, ce n'est pas que vous n'avez rien à faire, mais vous n'avez pas d'efforts supplémentaires, en tout cas, à faire pour avoir plus de personnes qui entrent dans votre tunnel de conversion. Vous continuez à faire votre petite tambouille. Si vous êtes présent sur Insta, que vous avez une newsletter, etc., il n'y a aucun problème. Mais du coup, avoir des clients fidèles comme ça permet d'avoir encore plus de personnes. Alors que s'il n'y avait pas cet entretien de la relation client, il n'y aurait peut-être pas autant de monde qui rentrerait dans votre tunnel de conversion. Et du coup, ça fait moins de clients. Est-ce que ça va là-dessus? On verra encore un petit peu juste après cette partie-là. Je voulais vous parler un petit peu de mon expérience parce que moi, j'ai mis en place toutes ces étapes, c'est-à-dire que je me suis rendue visible, j'ai créé cette relation de confiance avec mon audience, etc. Et en fait, tout ça, je le fais depuis réellement le plus loin possible, c'était 2017, mais le vrai moment, ça a été janvier 2020. En 2017, j'ai commencé à créer mon site. C'est là où je rédigeais un peu des articles de blog, donc création de contenu, trafic organique. Je générais du trafic sur mon site internet. En juin 2019, j'ai créé ma micro-entreprise. Pendant, entre juin 2019 et janvier 2020, j'avais des petites missions en freelance, mais principalement, j'étais salariée. Donc, je n'étais pas à fond sur ma communication. Et en janvier 2020, j'ai quitté mon emploi de salarié et j'ai décidé de me lancer à temps plein dans le freelancing. Donc, à l'époque, j'étais community manager. À ce moment-là, en janvier 2020, je me suis dit, c'est pas possible, ma cocotte. Si tu veux pouvoir vivre de cette activité, il va falloir que tu te remontes les manches. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place cette stratégie. Je veux me rendre visible. J'avais déjà mon site qui était là. J'ai décidé de créer un compte Instagram. J'ai décidé aussi de lancer une newsletter qui était plus axée sur le business, sur le marketing, sur la communication. Donc, ça me faisait réellement 3 canaux de communication. Instagram tout neuf, newsletter business, j'avais déjà des gens dans ma liste email, mais ce n'était pas vraiment des gens qui étaient ciblés, donc je repartais presque de zéro. Il n'y avait que mon site, et encore, mon site, à l'époque, c'était des articles en fait, sur la mode, sur la beauté. Donc vraiment, je suis repartie un petit peu de zéro. J'ai fait un reset en janvier 2020 pour repartir sur une stratégie, pour me rendre visible. Et j'ai misé forcément sur la création de contenu pour attirer des nouvelles personnes. En février 2020, pause. Je suis partie en Thaïlande en vacances, donc je n'ai pas travaillé pendant ce moment-là. Et en mars 2020, ça a été mon premier mois à 100% en freelance. C'est vraiment à partir de ce moment-là, donc entre janvier et mars, où j'ai vraiment commencé à mettre en place des choses et à me dire, bah voilà, je pourrais parler de telle thématique, je pourrais faire plutôt de cette façon-là, à vraiment mettre en place une stratégie. Au mois d'avril, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Au mois d'avril, je me suis dit, mais c'est nul, ça marche pas, comment ça se fait? J'avais mis en place ma stratégie depuis, j'en sais rien, un mois à peine, et voire encore pas non plus très très longtemps. Donc je fais 0 € de chiffre d'affaires, mais je travaille sur mon premier e-book. Donc j'ai créé un e-book sur Instagram que j'ai vendu à 49 € l'unité. Grâce à tout ça, même si je ne faisais pas de chiffre d'affaires en prestation de service, c'est-à-dire que je n'avais pas de clients en community management, j'ai créé un petit e-book et je l'ai vendu 49 € et ça m'a généré 539 €. Donc pour le mois d'après. Et en juin, vraiment le moment où tout a explosé. Donc pareil, en mai, j'ai commencé à avoir des petits contrats. J'ai eu surtout des appels en mai, des devis, etc. Donc c'était un peu le début.
Mais en juin, c'est là où mon chiffre d'affaires, il a explosé. Parce que c'est comme si, ça y est, ça fonctionnait. Il y a des gens qui venaient me voir, parce que, bah, mon compte, il était alimenté depuis le mois de janvier. Donc ça faisait déjà 6 mois que j'alimentais, ce compte-là. Il y avait eu des recommandations, il y avait des personnes qui me recommandaient, qui avaient déjà travaillé avec moi et aussi les gens me trouvaient par rapport à mon contenu, par rapport au contenu que je créais et étant donné que j'étais community manager, mon feed Instagram, c'était un peu ma vitrine. C'est-à-dire que les gens, se disaient, «Ah mais j'adore, ce qu'elle fait, j'ai envie d'avoir la même chose pour moi» et on venait me voir pour ça. Donc vraiment, grâce à tout le contenu que j'ai créé et à cette audience que j'ai un peu entretenue pendant au minimum 6 mois, ça m'a permis d'avoir plein de clients et de booker vraiment je crois qu'en août, je ne pouvais plus prendre de clients. En août, j'étais full. Donc tant mieux, mais vraiment ça m'a énormément surprise. Ça m'a énormément surprise parce que je suis passée de, de je sais plus combien, bah, de 0 € en avril. Avril, j'ai gagné 0 € et en juin 2021, je suis passée à, je crois, 3 000 ou un truc comme ça. Juin 2021, non, j'ai fait plus même. Juin 2021, attendez, je regarde en même temps. 2020, non, plus que ça même. Bah non, j'ai dépassé, oh, je sais plus. Je crois que je me suis trompée dans ma slide, je pense. Mais en tout cas, c'est sûr, en juin 2000... Ah mais non, c'est 2020, pardon. Mais oui, c'est 2020, je suis bête. Donc en juin 2020, donc la slide juste au-dessus, celle-ci, j'étais à peu près à 2 000 €. Et c'est à ce moment-là où ça a monté crescendo. Parce qu'avant, je gagnais rien. Février et mars, j'ai gagné vraiment très, très peu. Et ça m'a pris entre janvier et mai pour que ma stratégie de contenu, elle fonctionne réellement. Et après, ça s'est plus jamais arrêté. Et ça, c'était une grosse peur aussi que j'avais, qu'un jour, ça s'arrête et que c'était simplement un coup de chance que je réussisse à gagner ma vie avec ce que je fais sur Internet. Mais ce n'était pas un coup de chance parce qu'après, ça a continué. Pourquoi ça a continué? Parce que j'ai continué à alimenter en fait mes réseaux sociaux, à alimenter mon contenu, à alimenter mes articles de blog, à alimenter Instagram, etc. Ça a fait que augmenter au fur et à mesure. Et là, le chiffre d'affaires que vous voyez, c'était 2021, donc l'année dernière, où pareil, mon chiffre d'affaires, il a encore augmenté et il se situait, on va dire, entre 3 000, 3 500 et 6 000 €. Encore une fois, uniquement avec la création de contenu. Petite parenthèse fermée là-dessus. Donc, si on compare entre 2020 et 2022 pour mon cas, donc 2020, là où j'ai vraiment débuté ma stratégie de contenu, j'avais 200 abonnés sur Instagram, j'avais fait 12 publications. Mes contenus, ils n'étaient pas du tout les mêmes que ce que c'était aujourd'hui. J'avais 0 € en poche, donc autant vous dire qu'il fallait vraiment se remonter les manches. Je pensais même que j'allais jamais y arriver. Mais aujourd'hui, en 2022, 2 ans après, 10 000 abonnés sur Instagram. Mon contenu a bien changé puisque maintenant j'ai vraiment une identité qui est facilement reconnaissable et au niveau du chiffre d'affaires, ça a quand même bien évolué. Donc je pense qu'il faut s'accrocher quand on vous parle de stratégie de contenu. Je ne suis pas là pour vous dire la stratégie de contenu, c'est miraculeux, ça m'a apporté des tas de clients en 2 mois. Pas du tout. Pas du tout. Ça demande des efforts. C'est sûr que ça demande des efforts. Mais sur le long terme, ça fonctionne. Et généralement, c'est ce que je dis aux personnes qui me disent mais la stratégie de contenu, ça prend trop de temps, la prospection, c'est plus rapide. Mais en fait, l'énergie que vous allez mettre dans de la prospection, mettez-la dans la stratégie de contenu et sur le long terme, vous allez avoir beaucoup plus de résultats que vous avez de résultats avec la prospection en un même temps. C'est pareil. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font de la prospection, mais en plus de ça, qui ont aussi une stratégie de contenu pour venir soutenir derrière le reste en fait, des clients qu'ils peuvent avoir. Donc vraiment, en plus, si vous regardez aujourd'hui, encore une fois, pensez à un entrepreneur et dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, cette personne utilise la stratégie de contenu pour son business? Aujourd'hui, franchement, toutes les personnes que vous voyez qui ont un business en ligne, elles communiquent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que de la prospection. Il y en a qui en font, mais il n'y a pas que de la prospection. La stratégie de contenu, à mon avis, c'est plus pérenne. Alors oui, dans le temps, c'est sûr, ça c'est certain. Alors que la prospection, à chaque fois, en fait, tu es obligé de refaire un effort. Tu es obligé de recontacter quelqu'un, de suivre la relation, etc. Alors que la stratégie de contenu, c'est vraiment, tu crées ton contenu. À partir du moment où tu as une stratégie, dans tous les cas, tu sais que c'est ciblé, tu sais que c'est pertinent, tu sais que ce sera intéressant pour ta cible, tu as juste à créer le contenu. Et ensuite, tu laisses couler et les gens
viennent naturellement à toi. C'est l'objectif de la stratégie de contenu, que les gens viennent vers vous et pas que vous alliez les chercher. C'est pour ça qu'à la base, quand les gens me disent « moi, j'ai pas de stratégie et j'en ai pas besoin », je me dis « mais c'est tellement dommage ». C'est tellement dommage parce qu'ils perdent un temps fou à se dire « oh, moi, j'ai envie de créer du contenu comme ça, vite fait, en prenant en compte uniquement mes idées ». Si c'est pas ciblé, si c'est pas intéressant, si c'est pas pertinent pour votre cible, c'est hyper dommage. Parce que sur le long terme, ça veut dire qu'il y aura des incohérences et que tout le monde ne va pas se reconnaître. En tout cas, toutes les personnes qui composent votre cible, elles ne vont pas se reconnaître dans vos contenus. Et potentiellement, elles vont se dire « ah bah non, en fait, il ne parle pas de ça, je pensais qu'il parlait de ça, mais non ». Et vous allez passer peut-être à côté de certaines ventes. Mais bon, c'est mon avis sur la question. Donc du coup, on parlait bien du tunnel de conversion. Donc dans un premier temps, on se rend visible. Donc stratégie de visibilité, c'est la phase de découverte. Phase d'intérêt, c'est la stratégie de contenu. On va créer de l'intérêt pour que notre cible, elle consomme en fait nos contenus. On va mettre en place une stratégie de conversion pour la phase de conversion et on va mettre en place une stratégie de fidélisation pour la phase de fidélisation. Ce tunnel de conversion, moi, j'aime bien le décortiquer encore plus parce que je trouve que c'est plus simple. Phase de découverte, on met en place des actions pour se rendre visible auprès de sa cible. Généralement, dans ce tunnel de vente, quand vous visez quelqu'un, généralement, cette personne, elle ne vous connaît pas. C'est un inconnu. Cet inconnu, on va vouloir le faire passer d'inconnu à visiteur ou à abonné. C'est la phase de découverte. On met en place une stratégie de visibilité pour faire en sorte d'attirer sa cible et qu'elle s'abonne. Qu'elle visite votre blog, qu'elle consomme un truc. Phase d'intérêt, on va faire en sorte que toutes les personnes qui visitent votre site, qui sont abonnées à votre compte Instagram ou je ne sais quoi, deviennent prospects. Comment on fait pour faire en sorte qu'ils deviennent prospects? On va venir créer des contenus, on va venir faire en sorte que ils puissent en fait faire une action supplémentaire. Par exemple, s'inscrire à une masterclass, s'inscrire à votre newsletter, réserver un appel découverte avec vous. Et ça, c'est un peu un mix entre la stratégie de contenu et la stratégie de conversion, parce que tout va ensemble. Il faut se rendre visible, il faut créer du contenu, il faut avoir un système pour convertir ses prospects en clients, et ensuite, il faut entretenir la relation. Est-ce que ça va là-dessus, sur ce tunnel de conversion? Dites-moi, dites-moi. Nickel, parfait. Eh bien, écoutez, ce tunnel de conversion, c'est exactement ce qu'on va voir dans le programme Créer et Impacter. Créer et Impacter, c'est un programme que j'ai créé l'année dernière. À la base, j'avais vraiment concentré ce programme sur la stratégie de contenu, mais je me suis dit c'est dommage de parler uniquement d'une chose et de ne pas parler de la stratégie de visibilité, la stratégie de conversion et la stratégie de fidélisation. Du coup, je l'ai un peu remis au goût du jour cette année. Créer et Impacter, c'est donc un programme en ligne, c'est une formation en ligne qui est pour les entrepreneurs, les prestataires de services. Donc, pour les e-shops, je ne peux pas vous garantir que le contenu va vous parler à 100%. Donc, plutôt prestataires de services pour les coachs, les photographes, les web designers, assistants virtuels, graphistes, etc. Et Créer et Impacter, c'est en fait une formation qui vous aide à mettre en place une stratégie marketing et communication. Dans quel but? Dans le but déjà de se rendre visible auprès des bonnes personnes toujours, pour construire, comme je vous l'ai déjà dit tout au long de cette formation, une communauté engagée et réceptive à ce que vous proposez et proposerez dans le futur. Trouver des clients facilement, je n'ai pas dit rapidement, j'ai dit facilement, tout en développant votre entreprise sans avoir cette sensation en fait de passer pour un vendeur de tapis ou sans devoir à chaque fois vous vendre. C'est une stratégie aussi qui vous permet d'être au cœur de l'humain parce qu'on ne va pas aller prospecter, on va vraiment venir faire en sorte en fait que le client vienne vers nous, je vais réussir, je vais y arriver, sans être forcément intrusive ou que ce soit difficile pour vous. En fait, on n'a pas cette confrontation directe avec un client. On laisse le client mûrir sa décision, on le laisse tranquillement venir à nous et le moment où ce sera opportun pour lui d'engager une discussion ou de demander des informations, il le fera. Et enfin, ça permet aussi de construire du solide sur le long terme parce que la stratégie de contenu, vous l'avez très bien dit dans les commentaires, c'est une stratégie qui est sur le long terme, qui se bonifie avec l'âge, mais à condition, comme je le disais, qu'elle soit construite sur des bases qui sont solides.
Je vais vous présenter le programme complet de ce qui se passe un peu dans cette formation. Le programme, il est assez dense, je trouve, mais en même temps, j'ai fait en sorte qu'il y ait un passage à l'action suffisamment rapide. Donc, dans la phase 0, c'est une phase d'introduction. Je présente en fait le système qui vous permettra de vendre vos offres naturellement et en continu. Donc, on décortique vraiment le tunnel de conversion. On va parler aussi du marché, de la cible, du positionnement et des offres, parce que j'ai vu que c'était très important pour vous et que le client idéal, ça revenait quand même bien souvent. Et je vais vous présenter aussi le carnet de bord que je vous montrerai à la fin, qui est un gros document dans lequel vous allez pouvoir mettre toute votre avancée dans la formation, quelle sera votre stratégie de visibilité, comment vous allez attirer des clients, etc. Vous allez pouvoir aussi mettre en place une méthode que j'appelle la méthode OPSO, pour trouver des idées de contenu, cette fois-ci rapidement et facilement. Je vous promets, ça marche très bien. Il faut connaître sa cible d'ailleurs. Donc voilà, première phase un petit peu introductive, on rentre tout doucement dans la formation. Phase numéro 1, on se rend visible auprès du bon public. Donc on va mettre en place une stratégie de visibilité pour être vu et reconnu par son client idéal et pour attirer dans votre audience vos futurs clients. Ça, c'est hyper important. Donc on s'informe sur les objectifs et les problématiques de sa cible. On choisit ses canaux de communication. On se crée un branding qui est unique et qui est reconnaissable, et on met en place la stratégie de visibilité. Phase numéro 2 de cette formation, c'est la création de contenu. C'est la phase qui est la plus complète, qui va être certainement la plus longue à regarder, mais qui est aussi franchement la plus intéressante, en tout cas selon moi. Dans cette phase, donc, on va avoir d'abord une petite introduction au contenu, les différents types de contenu, le contenu gratuit, le contenu payant, comment on fait pour les différencier, comment on sait si on doit créer du contenu gratuit ou du contenu payant. Le contenu evergreen, qui est aussi très important. Le contenu evergreen, c'est un contenu impérissable. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une leçon spécifique là-dessus. Petit 2, on va voir la stratégie de contenu. Donc, comment on définit sa stratégie de contenu, comment on trouve des idées de contenu avec la méthode OPSO, comment on crée son calendrier éditorial, comment on fait pour recycler son contenu. Et il y a encore une suite à tout ça. On a un petit 3 avec la création de contenu. Là, vraiment, je pense que je ne peux pas faire plus dans ce que je vais vous délivrer. On va parler dans un premier temps d'Instagram, comment on fait pour optimiser son profil, comment on fait pour créer une stratégie de hashtag, comment on crée un carrousel, comment on programme une story, un post. Et le plus intéressant, selon moi, c'est ce qui vient après, article de blog, comment on fait pour rédiger et structurer un article, comment on optimise un article pour le référencement naturel, les freebies, les ressources gratuites. Donc, par exemple, cette masterclass, comment on fait pour créer une masterclass, quel est son rôle, comment on héberge et comment on diffuse aussi sa masterclass. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Et ensuite, l'emailing, un focus sur les newsletters et les séquences email automatisées avec des tutoriels directement sur MailerLite sur comment on crée une campagne, comment on crée une séquence automatisée, etc. Partie numéro 4, communiquer simplement. Vous le savez, je pense, je suis hyper chiante là-dessus, mais moi j'ai envie qu'on garde une certaine authenticité dans sa communication. J'ai pas envie que vous vous forciez à communiquer parce qu'on a dit que c'était comme ça et parce qu'il faut faire comme ça. Du coup, j'ai invité 2 personnes, Benvinda et Marie, qui vont parler de 2 choses complètement différentes. Avec Benvinda, on a parlé de comment intégrer le storytelling à sa communication. Donc, c'est le fait de communiquer en racontant un peu son histoire, en tout cas une histoire. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide. C'est pas des techniques de copywriting, comme on parlait tout à l'heure, où je trouve que ça se prête un peu plus aux pages de vente, aux choses qui sont écrites, alors que là, vraiment, on va parler de storytelling, comment on peut raconter finalement son histoire en étant un peu dans la poésie, ou en tout cas dans l'inspiration, comment inspirer les autres grâce à son histoire. On a aussi une masterclass sur le Human Design avec Marie Tyson, qui est hyper intéressante. En tout cas, moi, vraiment, j'ai adoré. J'étais l'hôte de cette masterclass, mais vraiment, j'ai adoré l'écouter. Le Human Design, si vous ne connaissez pas, c'est un outil de connaissance de soi. Et je trouve que c'est l'outil le plus complet. Autant je ne suis pas hyper branchée sur l'astrologie. Par contre, le Human Design, je trouve que c'est tellement complet que ça nous donne réellement des vraies clés pour pouvoir communiquer
et pas que hein, d'ailleurs, parce que la communication, c'est une infime partie de toutes les possibilités que vous pouvez explorer avec le Human Design. Mais là, avec Marie, on s'est vraiment focus sur le Human Design dans la communication. Donc vraiment très intéressant. Ensuite, on aura un PDF, comment parler de son offre sans passer pour un vendeur de tapis. Donc là, j'ai listé vraiment plein de petites façons en fait, de parler de votre offre sans forcément que ce soit en mode panneau publicitaire. Donc voilà, il y a éventuellement des leçons qui seront rajoutées. Je pense que sur le Discord, donc sur la communauté privée qu'on aura avec les élèves, je mettrai en place une petite boîte à idées pour recueillir un peu les avis des personnes qui voudront ajouter éventuellement des leçons. Et enfin, les phases 3 et les phases 4. Phase 3, convertir ses prospects en clients. Donc, on va passer d'abord par une petite phase d'automatisation et d'optimisation. Comment on fait pour automatiser son tunnel de vente. Donc, c'est ce que je vous disais, par exemple, prise de rendez-vous automatique sur Calendly. Comment on fait pour créer un bon de commande sur Podia, sur Thrivecart, pour faire en sorte que ce soit facile pour le client de réserver quelque chose avec vous. Ensuite, la méthode pour créer une page de vente qui convertit. Petit 2, analyser ses résultats, analyser sa stratégie et mettre à jour sa stratégie. Et enfin, la phase 4, chouchouter et fidéliser ses clients. Et encore une fois, j'ai invité une invitée justement de marque qui est Dorian Baker et qui est venue nous parler des principes fondamentaux du Customer Care au service de la stratégie de communication. Une discussion terriblement intéressante encore une fois. Dorian qui nous a donné vraiment plein d'outils, même des outils physiques, entre guillemets, pour gérer au mieux son customer care. Donc vraiment, c'était terriblement intéressant. Et dernière leçon, comment transformer ses clients en fans. Je me dois de vous dire que ces deux dernières phases, la phase 3 et la phase 4, elles seront disponibles à partir du 1er juillet 2022, parce que j'ai encore quelques petites modifications à faire là-dedans. Mais sinon, tout ce qui est avant, c'est disponible dès votre entrée dans la formation. Sachant que la formation, elle est disponible donc à partir d'aujourd'hui jusque le 28 juin. Donc, il me semble que c'est mardi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus de tout ce programme-là, vous avez des bonus, dont le carnet de bord. Excusez-moi s'il vous plaît, j'adore ce document. J'aurais tellement aimé l'avoir il y a quelques années en arrière, franchement. Le carnet de bord, comment vous expliquer? C'est un document hyper complet dans lequel j'ai voulu faire en sorte en fait, que vous ayez uniquement un document pour regrouper tout ce dont vous avez besoin pour votre stratégie. Moi, à l'époque, je notais ça soit sur des feuilles, soit une fois je le notais sur Trello, une fois sur Notion, je perdais tous mes trucs, je ne savais plus ce que j'avais mis en place. Donc là, vraiment, j'ai voulu faire un document complet avec, d'un côté, vous allez mettre toutes les informations qui concernent votre entreprise, votre marché, votre cible, votre positionnement, vos offres, sur quels réseaux sociaux vous allez vouloir vous positionner, est-ce que vous allez utiliser d'autres canaux de communication, comment vous allez vous rendre visible, quelle est la fréquence de publication, etc. À l'intérieur de ça, il y a aussi la fameuse méthode pour trouver des idées de contenu très facilement et très rapidement. Il y a aussi ce que j'appelle le content bucket, qui est en fait un document supplémentaire avec des idées de contenu que moi j'ai rajoutées, donc que vous pouvez venir piocher très facilement. Et le meilleur pour la fin, vraiment, je suis tellement contente de ce document, c'est un document de suivi statistique et financier. C'est-à-dire que c'est un document en fait, sur lequel vous allez pouvoir suivre. Je vais peut-être essayer de vous le montrer si je peux le voir ici. Dites-moi si vous voyez toujours mon écran. Je vais l'ouvrir, le carnet de bord. Donc, vous voyez, c'est un document comme ça, où on a une page donc, avec mon entreprise, etc. Et ici, on a le suivi statistique et financier. Donc, en fait, c'est trié par mois. Donc, tous les mois, en fait, vous allez pouvoir remplir votre petit carnet de bord en disant, bah voilà, tel mois, j'ai gagné autant, tel mois, j'ai augmenté mon nombre d'abonnés. Et en fait, ça, c'est vous qui venez les fixer. Finance, indicateur, chiffre d'affaires, charges, bénéfices. Donc ici, en colonne, je vais venir noter à chaque fois quel a été mon chiffre d'affaires du mois de janvier, quelles a été mes charges de janvier, quel a été mon bénéfice de janvier. Le mieux avec ce document-là, c'est qu'en fait, vous veniez remplir votre taux de charge ici. Taux de charge, donc par exemple, vous mettez 22%, et en fait, à chaque fois que vous allez venir alimenter ce document, donc là, par exemple, on va dire que le mois d'avril, j'ai gagné 1 500 €, ça va me calculer automatiquement les charges et mon bénéfice réel.
Donc ça, je trouve que c'est vraiment hyper bien. Donc j'ai mis ici tous les indicateurs et juste en dessous les objectifs. Donc indicateur, qu'est-ce que je mesure? Je mesure mon chiffre d'affaires. Mon objectif final, c'est 50 000 € à l'année. Donc je vais remplir tous mes petits mois au fur et à mesure. Et à la fin, je verrai si j'ai atteint mon objectif de 50 000 € à l'année. Ça fonctionne pareil avec les canaux de communication. Donc, par exemple, ici, Instagram, je veux mesurer quoi? Mon nombre d'abonnés. Quel est mon objectif? Moi, je veux atteindre 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, tous les mois, je viens reporter mon nombre d'abonnés. Et le but, c'est qu'ici, en décembre, je sois à 10 000. Évidemment, avant, il faudra mettre en place votre stratégie. Comment je me rends visible, comment je crée du contenu, etc. Pareil pour la newsletter. Et dans ce document-là, vous pourrez venir changer les indicateurs comme vous voulez. Si vous voulez mettre ici article de blog, vous voulez mesurer le nombre de vues par mois, etc., vous avez juste à changer les données et à venir remplacer par ce dont vous avez envie. Donc voilà pour ça, je reviens un peu sur ce document-là, sinon on ne va pas avoir fini. Donc ce carnet de bord que je trouve terriblement intéressant. Vous avez accès aussi à des templates qui sont personnalisables. Pour l'instant, j'ai réalisé 3 packs différents, donc avec des identités visuelles différentes. Je me suis beaucoup amusée. Et j'ai créé des templates pour Instagram, donc il y a de quoi faire un feed assez cool. Et j'ai créé aussi des modèles de e-book. Donc voilà, à chaque fois, il y a un pack. Ici, c'est le Yellow Pack, ici, c'est le Funky Pack, et ici, c'est le Sweet Pack. Donc, ils ont toutes des identités visuelles différentes, avec des posts différents et une disposition, en tout cas, de e-book différents. Donc, des templates personnalisables que vous pourrez utiliser si vous en avez envie. Et ensuite, un des derniers bonus, c'est un bilan à 3 mois et à 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rejoignez la formation, là, c'est ouvert, comme je vous ai dit, jusqu'au 28 juin. Et vous partez en formation jusque fin septembre. C'est-à-dire que fin septembre, vous consommez le contenu, vous faites votre petite tambouille, sachant que moi, je resterai évidemment disponible via Discord. Peu importe les questions que vous voulez poser, je serai là, il n'y a aucun problème. Il y aura aussi les autres élèves dans la communauté, donc comme ça permettra de répondre un peu aux questions de tout le monde. Si vous avez, par exemple, j'en sais rien, vous avez envie de mettre en place un freebie, mais vous me dites, j'ai pas trop compris comment je peux faire, qu'est-ce que tu en penses, etc. Vous pourrez m'envoyer un message sur Discord et on fera aussi un bilan à 3 mois, donc qui arrivera fin septembre. On fera un peu le bilan de, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place, éventuellement, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, comment on peut faire pour débloquer la situation, ou alors un peu un récap de vos résultats. Est-ce que vous avez eu des résultats? Qu'est-ce qu'ils ont été, pardon? Est-ce qu'on a besoin de mettre à jour votre stratégie? Ou alors utiliser le cerveau collectif pendant ce bilan à 3 mois pour se dire, voilà, j'ai pas réussi à faire ça, est-ce que potentiellement on peut me donner des idées? Et le but, c'est de réfléchir tous ensemble pour réussir à trouver une idée pour débloquer en fait la situation. C'est un petit peu en mode mastermind. Et ensuite, au bout de 6 mois, donc ce sera en janvier 2023, on fera un dernier bilan et une grosse analyse 6 mois après la mise en place de votre stratégie de contenu. Donc voilà un petit peu pour ça. Bilan à 3 mois et bilan à 6 mois. Entre-temps, on ne se quitte pas, c'est-à-dire que vous avez accès à moi, vous avez accès à la communauté sur Discord pendant les 6 mois. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de consommer les contenus de la formation et ensuite de mettre en place tout ça pour réussir à nous donner en fait un retour à 3 mois et à 6 mois pour qu'on puisse vous aider. Sinon, c'est pas hyper utile. Et ensuite, je voulais vous montrer aussi quelques retours que j'avais eus sur la version d'avant de Créer et Impacter. Donc là, cette version-là, c'est une version qui a été améliorée, où il y a plus de leçons, etc. Mais voilà un petit peu quelques mots que j'avais reçus. Si je devais décrire Créer et Impacter, je dirais efficacité, clarté et valeur ajoutée. Les modules sont parfaitement imbriqués, il y a une cohérence tout au long de la formation, le contenu est limpide, direct et l'esthétique remarquable. Ensuite, je me suis remise à dévorer la formation Créer et Impacter. Je voulais tout simplement te dire merci. Merci pour cette façon de transmettre. Ça m'aide énormément à me recentrer, à faire le tri et à me rappeler qu'il faut arrêter de vouloir sans cesse rentrer dans une case. Bref, je ne vais pas tous vous les lire. Moi, à chaque fois, ça me fait très, très plaisir de relire ces petits mots-là. Mais écoutez, si vous avez des questions par rapport au programme, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Je vais dédier à peu près encore 5 petites minutes. En tout cas, si vous avez des questions sur le programme ou même sur la formation aujourd'hui, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, s'il y a des choses que vous avez besoin que je répète ou si vous avez des questions qui n'ont rien à voir.
Je bois un petit coup et dites-moi. Isabelle, désolée, je dois filer. Merci beaucoup pour cette masterclass. À bientôt, Isabelle. Dites-moi, dites-moi. Je vous interdis de partir sans me dire au revoir. Hein. À bientôt, Julie. Pour ceux qui veulent rejoindre le programme à la fin de cette masterclass, je vais vous remettre le lien. Donc, le programme, il est ouvert jusqu'au 28 juin et il ne revient pas avant janvier 2023 parce que là, on part vraiment sur une session de 6 mois pour mettre en place stratégie marketing et communication. Donc voilà, voilà. Anne, je pense que cette formation arrive un peu tôt par rapport à mes projets. Ah bah voilà. La prochaine session, ce sera en janvier. Janvier 2023. Après, dis-moi où est-ce que tu en es, Anne. Peut-être que je peux rapidement te dire si ce serait pour toi ou si ce ne serait pas pour toi. Je vous remets le lien pour les personnes qui veulent aller voir. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez rejoint. Je suis curieuse. Ouh, je me fais attaquer. Dites-moi, est-ce qu'on a des questions? Ah pardon, j'ai pas donné le tarif. Le tarif, à la base, créé et impacté, elle était à 1 200 €. Donc l'année dernière, j'ai décidé pour cette Summer Edition, donc là, je la relance en fait une fois cet été, je la relance à 660 € TTC. Donc voilà, directement sur la page de vente, vous pouvez aller voir, c'est 600 € TTC. Donc moitié prix par rapport à la première fois où je l'avais lancée en septembre dernier. Et à mon avis, pour les prochaines fois en janvier 2023, je pense que ça sera plus cher. C'est principalement là vraiment, à la base, je ne devais pas relancer cette offre, mais je me suis dit quand même, ce serait intéressant juste avant la rentrée en fait, de septembre pour se remettre un petit peu d'aplomb et pour partir du bon pied. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, c'est vraiment intéressant, je pense, de la rejoindre, en tout cas pour mettre en place tout ça pour septembre et surtout à un prix comme ça que vous ne reverrez certainement pas de sitôt. Tes pages de vente sont canon. Merci. Je suis dans l'organisation d'événements, entre autres. Là, ce serait pour de la rédaction et une formation en ligne. Ton programme correspond tout à fait, je pense. Je suis dans l'organisation d'événements. J'ai pas compris quand tu dis là, ce serait pour de la rédaction et une formation en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as déjà défini ta cible? Bah, je pense, hein, parce que tu me dis, je suis dans l'organisation d'événements. Parce que à partir du moment où vous avez bien défini, déjà où vous avez une offre à vendre, je pense que c'est quand même un peu la base, où vous avez défini votre cible, le marché sur lequel vous évoluez, etc. À partir du moment où vous avez cette base-là, pour moi, il n'y a aucun problème pour rejoindre le programme. Ton programme serait pour ma strate de contenu, pour la rédaction et la formation en ligne. D'accord. Bah oui. Bah, pour moi, Anne, par rapport à ce que tu me dis, ta cible, elle est définie, etc. Pour moi, ça me paraît bon. Après, bien sûr, à toi de voir. Si tu veux rejoindre la session prochaine, il n'y a aucun problème. Allez, je reste encore une petite minute jusqu'à 19h37 et ensuite je vous quitte. Dites-moi si vous avez des dernières questions, que ce soit par rapport au programme, au bonus ou à d'autres choses. En fait, par rapport à la formation en ligne que je n'ai pas encore créée, le reste existe déjà, mais a besoin d'être retravaillé. Alors ouais, justement, moi, pareil, je rencontre beaucoup de personnes aussi qui me disent, bah, en fait, j'ai déjà une stratégie de contenu. Je dis, ouais, mais est-ce que c'est efficace? Et là, on me dit, ben oui, mais pas tellement. Et justement, l'intérêt de suivre un programme comme ça, c'est de pouvoir la retravailler, d'avoir des gens aussi qui puissent t'aider, c'est-à-dire de m'avoir moi, tu vois, en soutien sur Discord, de pouvoir me présenter éventuellement le travail que tu as fait, etc. C'est vraiment ça, je trouve. Et avant, il n'y avait pas cette partie-là, donc créer impacter. J'avais vraiment voulu faire en sorte d'avoir un programme autonome, mais je me rends compte que c'est plus intéressant pour vous d'avoir des retours sur le travail que vous avez mis en place ou tout simplement un soutien, parce que je sais à quel point ça peut être difficile de garder le cap.
Le programme est accessible à vie? Oui. Une fois que vous rentrez, après, vous avez, accès à vie. À part du coup pour, le support sur, Discord. C'est pendant uniquement les 6 mois, donc pendant, toute la session de formation où vous pouvez me présenter vos travaux et cetera. Par contre, à partir, de 6 mois, donc à partir de janvier 2023, si vous rejoignez, cette session, il n'y aura plus, de soutien individuel. Clémence, à bientôt Clémence. Est-ce qu'il y aura un replay de la masterclass? Oui, replay de la masterclass, je suis en train de l'enregistrer et une fois que l'enregistrement il est terminé, je vous l'envoie par mail. Merci, c'était top, merci pour cela. Mais c'est pour cela que ton programme m'intéresse beaucoup. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, mais les choses évoluent. Si tu as besoin qu'on voit ça de façon un peu plus personnalisée, c'est-à-dire me présenter un peu plus ce que tu fais, Anne, il n'y a aucun problème. Tu m'envoies soit un mail ou un message sur Instagram et si tu veux, on en discute. Comme ça, je serai 100% honnête par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, si c'est pertinent pour toi de rejoindre le programme aujourd'hui ou potentiellement si ça peut attendre. 19h38. Let's go. On y va. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous d'avoir été là pendant 1h30. Je me suis éclatée pendant cette masterclass. Au début, c'est toujours un petit peu difficile de rentrer dans le bain, mais vraiment, j'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi, que vous avez appris plein, plein de choses. Et pour ceux qui sont intéressés par le programme, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le programme, c'est pas grave non plus. Je vous aime quand même. Et puis écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci d'avoir été avec moi pendant 1h30. Et puis je vous dis à très bientôt. À plus.